Bienvenue et bonjour de la part de la CRES Occitanie, mais aussi du DLA de l'Ariège, qui ont pris l'initiative d'organiser ce webinaire avec bien sûr les services de l'État qui sont en charge de ces appels à projets relance. Alors, nous avions organisé un premier webinaire régional le 17 février dernier. Et depuis, nous avons essaimé avec des déclinaisons départementales, le 26 mars dans les Pyrénées-Orientales, le 1er avril dans le Gard, le 8 avril dans le Lot, le Tarn-et-Garonne le 18 mai, et nous voici le 1er juin dans l'Ariège. Donc, cette déclinaison permet justement d'aller au plus près des territoires, le webinaire régional, et tous ces webinaires sont en ligne sur notre site internet, mais ça nous permet bien sûr d'aller au plus près de vos structures. Alors, je remercie vivement l'ensemble des intervenants qui vont permettre ce temps d'échange. D'abord, Madame Stéphanie Lefort, qui est sous-préfète de Pamiers et qui est référente pour le plan de relance dans l'Ariège, qui se trouve dans les bureaux de BGE. Donc, vous voyez sur les petites tables, peut-être vous pouvez lever la main, Madame Lefort, voilà, comme ça on vous identifie bien, merci. Il y aura avec elle, ou en distanciel, les différents services de l'État qui sont concernés par ces plans de relance et les appels à projets pour les entreprises de l'ESS et qui vont vous les présenter à tour de rôle. Également présente et que je remercie Claire Porical de France Active, Midi-Pyrénées Active, qui est chargée de financement chez France Active et qui nous présentera le plan d'urgence ESS et le prêt solidaire que porte France Active et qui permet, dont elle a la charge pour le plan urgence ESS de la diffusion et de l'attribuer à des structures de l'ESS. Et puis, Monsieur Marc Girodel de BGE Ariège remplacera Madame Laurie Bouissière, qui s'excuse, mais qui était souffrante aujourd'hui, qui a été à l'initiative de l'organisation de ce webinaire. Et Monsieur Girodel présentera le dispositif d'accompagnement, le DLA, et il accueille les différents services de l'État avec Madame la sous-préfète. Voilà, il fait tourner sa petite caméra puisqu'il y a aussi un représentant, une représentante de, si je me souviens bien, Madame Morandera qui interviendra pour la partie emploi, jeunes, une solution, voilà. Et avec Monsieur Frédéric Pujol de l'ADES, il y a un monsieur qui nous dira son nom tout à l'heure de la DDT. C'est bien ça, vous pouvez faire signe tous les deux peut-être pour qu'on vous voit bien, voilà, qu'on vous identifie. Voilà, merci à tous. Voilà. Alors, monsieur de la DDT, dites votre nom parce que je n'arrive pas à l'entendre. C'est monsieur Aït Aïssa de la DDT. Voilà, Aït Aïssa, je fais comme ça phonétique. Merci beaucoup. De toute façon, vous aurez le temps tout à l'heure d'intervenir et de vous représenter. Alors, je vous propose qu'on commence tout de suite avec le diaporama des services de l'État. Et Madame Lefort, vous voulez peut-être justement intervenir. Est-ce que vous voulez qu'on démarre tout de suite le document ? Je vais dire peut-être quelques mots d'introduction. D'accord. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce qu'on a des coupures ici à Verniolle. Tout le monde m'entend bien? Nous, oui. Écoutez, je suis ravie en tout cas d'ouvrir ce webinaire dédié à l'économie sociale et solidaire que vous avez baptisé les rendez-vous de la relance. Donc c'est un titre de baptême très évocateur. Comme vous le savez, la crise sanitaire a durement touché l'économie française et n'a pas épargné les structures de l'ESS. Alors, face à cette situation d'une ampleur inédite, l'État a mis en place, notamment pour ces structures de l'ESS, tout un ensemble de mesures, ce qu'on a appelé le plan urgence ESS, que vous connaissez bien, j'imagine, et a lancé un certain nombre d'appels à projets, une quinzaine d'appels à projets. On reviendra dessus, certains sont clôturés, mais d'autres sont encore ouverts et il ne faut pas hésiter évidemment à se saisir de ces opportunités. Mais on y reviendra dans le détail tout à l'heure. Alors, ces dispositions, donc plan d'urgence ESS, elles s'inscrivent à plus grande échelle dans le plan France Relance qui a été annoncé donc, le 3 septembre 2020 par le Premier ministre et qui est prévu pour durer, je le rappelle, jusqu'à fin 2022. Donc, on a encore une fenêtre de tir de
18 mois, mais c'est court et c'est long à la fois, 18 mois, hein, parce qu'il faut, on a des appels à projets qui sont ouverts sur plusieurs mois, d'autres qui sont très courts, mais c'est vrai que quand on va dire que dans un an, on commencera déjà à se rapprocher de la fin. L'objectif de ce plan de relance, il est clair, c'est préparer l'avenir économique de la France à l'horizon 2030. Alors, en consacrant une partie du budget de la relance, à peu près 1 milliard d'euros, à l'économie sociale et solidaire, le gouvernement très clairement a voulu jeter les bases d'une économie qui soit plus durable et plus inclusive. C'est vraiment un signe fort qui est lancé, qui est adressé donc à l'attention de ce secteur très particulier de l'ESS. Vous le savez, par nature, l'économie sociale et solidaire irrigue tous les secteurs économiques, toutes les formes d'innovation et toutes les transitions, finalement, les formes de transition que promeut le plan de relance. On qualifie souvent l'ESS de l'économie de demain au service d'un mode de production plus durable. Et en ce sens, c'est vrai que ce sont des sujets qui sont très connectés, qui correspondent tout à fait aux objectifs du plan de relance, puisque le plan de relance, quand même, l'objectif au final, c'est bien d'engager un mouvement de mutation en profondeur de l'économie. C'est la relance, mais c'est aussi travailler différemment, être plus résilient, être plus souverain, créer de l'emploi durable, de l'emploi local. Donc, toutes ces valeurs que vous portez, finalement, on les retrouve dans le plan de relance. Et donc, ça explique pourquoi cette enveloppe très importante d'1 milliard d'euros a été consacrée au secteur économique que vous portez les uns et les autres. En tout cas, c'est certain, il va redynamiser la croissance et il va préparer le terreau fertile, propice à une reprise rapide de l'économie française et puis en ce qui nous concerne, de l'économie ariégeoise, hein, parce qu'on va commencer plutôt à se projeter dans un premier temps à cette échelle départementale. Voilà. Donc, on peut se réjouir de cette enveloppe, je le rappelle, d'1 milliard d'euros dédiée à l'ESS, et une enveloppe qui désigne des priorités très claires. Alors, je les rappelle, c'est l'aide à l'insertion des jeunes, 600 millions d'euros, c'est l'aide aux associations sportives et aux jeunes en service civique, on en reparlera, c'est 190 millions d'euros. C'est l'aide aux associations de lutte contre la pauvreté, 100 millions d'euros. C'est l'aide à l'insertion numérique en milieu rural, 30 millions d'euros. Je rappelle également que ces aides ne sont pas exclusives. Ce ne sont pas les seules dont peuvent bénéficier les structures de l'économie sociale et solidaire, puisque en tant qu'acteurs économiques à part entière, toutes ces structures peuvent tirer pleinement parti des dispositifs de droit commun qui existent pour l'ensemble des entreprises, quel que soit leur secteur d'activité, quel que soit leur modèle économique, finalement. Je pense au PGE, je pense au Fonds de solidarité, je pense au report des charges, etc., évidemment. Et puis, je pense également à tous les appels à projets du plan de relance sur le champ de l'emploi, sur le champ de l'investissement ou sur le champ de l'innovation et de la transition écologique. Donc, le message que je souhaite porter à l'occasion de ces séminaires, à vous, acteurs et actrices de l'économie sociale et solidaire, c'est surtout Ah, on dirait que ça a coupé. J'espère qu'on va pouvoir se reconnecter rapidement. Il y a un gros orage à Saint-Jérôme, mais ça doit aller mieux à Pamiers, normalement. D'accord. On attend quelques instants, j'imagine qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient déconnectés. Alors, oui, ils vont se reconnecter sûrement. J'ai vu le message effectivement de Céline d'Espace de la Ligue de l'enseignement qui est aussi partie prenante dans le DLA et qui est en train de contacter Monsieur Girodel sur place. Voilà, j'espère que ça ne va pas arriver trop souvent parce que ça serait un peu compliqué. Peut-être ce que je vous propose, Monsieur Pujol, c'est que si jamais ça coupait, que même de façon un peu sommaire,
vous présentiez les appels à projets des autres services si jamais on ne peut pas faire mieux. Ah, d'accord, oui. Ben, oui, c'est-à-dire en cas d'urgence. Hein. D'accord. Voilà. OK. Mais on n'en est pas là, puisque je pense qu'ils vont réussir à se reconnecter. Ouais, on attend toujours. À la télé, on dit les aléas du direct, mais bon là, c'est un peu, on est quand même moins exposé, mais j'espère qu'on va les retrouver et que surtout, on n'aura pas trop de coupures parce que ça risque d'être compliqué. Alors, on ne les voit pas arriver là. Sylvie, Oui. Céline Lespax Oui. précise, a priori, perte de connexion connexion. téléphonique et Internet. Bon. Alors, écoutez, ce qu'on va faire, je pense qu'on a bien compris quel était le message que nous a envoyé Madame la sous-préfète, hein, un message très positif pour l'ESS. Évidemment, pour vous inciter également à répondre aux appels à projets, c'est le but de cette rencontre. Hein. Donc, ce que je propose à Monsieur Pujol et à monsieur qui l'accompagne, c'est qu'on reprenne le PowerPoint et qu'on commence. Et puis, Madame la sous-préfète pourra intervenir à nouveau par la suite. Donc, voilà. On va vous laisser la parole. Peut-être à partir de cette diapositive-là, est-ce que ça vous va? C'est un peu en avance, mais bon, c'est pas grave. On va faire une présentation et puis donc, le plan de relance, comme le disait Madame Lefort, donc c'est un plan de relance qui couvre 100 milliards d'euros, donc avec des volets particuliers, donc l'écologie pour 30 milliards, la compétitivité 35 milliards d'euros et la cohésion pour 35 millions d'euros. Donc, le déploiement est territorialisé, avec au bénéfice des entreprises et des collectivités et des associations. Donc, en fonction des mesures, l'instruction des dossiers se fait donc soit au niveau national, au niveau régional et au niveau départemental. Et donc, dans les mesures que l'on va vous présenter, on vous dira à chaque fois à quel niveau les personnes doivent déposer le dossier pour l'instruction. Donc, au niveau donc, de l'ensemble des mesures concernant l'ESS, donc, il y a différents domaines qui sont concernés. Donc, il y a 15 appels à projets. Donc, 2 appels à projets concernant l'agriculture et l'alimentation, un appel à projet concernant la lutte contre la pauvreté, 2 appels à projets concernant l'hébergement et le logement, des mesures concernant le service civique, des mesures concernant l'emploi, le soutien à l'emploi, donc avec notamment le projet, la mesure Un jeune, une solution. Donc, et ensuite, donc, tout un volet concernant la culture et le numérique. Donc, je vous propose d'attaquer donc, avec la présentation de la DDT. Oui, bonjour à tous. On va commencer par la mesure concernant l'agriculture urbaine et la partagée. C'est une mesure qui a été mise en place avec 2 objectifs. Hein. Un objectif, c'est d'améliorer l'accès à une alimentation saine et durable à des populations en difficulté et aussi de favoriser l'émergence de lieux facilitant les rencontres entre générations et cultures diverses. Les personnes qui peuvent répondre, les organismes qui peuvent répondre à un projet, soit les collectivités territoriales, soit les associations, soit les bailleurs sociaux. Et c'est pour tout type de jardins partagés, avec bien sûr une vocation non commerciale. Et comme c'est sur de l'agriculture urbaine, il y avait un cadre qui était destiné à ce que ces jardins partagés soient sur les principales centralités du département. Donc, il y a une liste de communes qui ont été identifiées à partir des centralités définies par l'INSEE. Ça se pourrait détailler plus tard. Ça peut financer quoi? Ça peut financer des prêts d'investissement.
pas les frais d'achat des terrains, mais les frais d'investissement pour la création du jardin. Et potentiellement certaines actions de formation, donc du matériel, qui peuvent être aussi financées par rapport à ça. On a une enveloppe de 50 000 € au niveau de l'Ariège. Actuellement, on a déjà 2 dossiers qui sont portés par des communes qui sont déjà été déposés, qui sont en train d'être instruits, qui vont bientôt être acceptés. Donc, on va avoir une consommation de l'enveloppe de l'ordre de 20 000 €. Et on sait déjà qu'il y a 2 autres communes qui ont prévu de déposer des dossiers dans les semaines qui viennent. Et vous avez l'adresse mail dans la présentation, donc j'imagine qu'elle sera envoyée après à l'ensemble des participants pour, si vous voulez des informations ou si vous voulez avoir accès au cahier des charges de l'appel à projet. Voilà. On passe à la suivante. Donc, une autre mesure donc, qui concerne l'agriculture, c'est la diapo d'avant. Oui, on va y revenir. Voilà. 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 Donc, cette mesure, donc, c'est une mesure donc, qui comprend une enveloppe de 100 000 € pour le département de l'Ariège. Donc, l'instruction se fait au niveau du département. Les associations, les collectivités ou les agriculteurs qui souhaitent intervenir sur cette mesure doivent déposer le dossier à la DETSPP de l'Ariège. Donc, c'est une mesure qui est là aussi pour favoriser la mise à disposition d'aliments de qualité auprès des populations précaires ou isolées et qui permet donc de financer la création d'épiceries sociales, de drives fermiers, d'équipements collectifs au niveau de groupements d'agriculteurs, voire éventuellement de véhicules pour distribuer ces aliments et ces produits au niveau des populations isolées. Donc, les personnes concernées, donc on a des producteurs, on a des associations, des petites entreprises et des moyennes entreprises, des communes et des intercommunalités, donc, qui visent à mettre à disposition d'une population précaire des aliments de qualité. Actuellement, donc, sur le département, on a un dossier qui a été déposé qui concerne donc, sur une commune un projet regroupant une douzaine de producteurs, donc chacun avec des produits très différents et qui souhaitent mettre à disposition donc, soit des paniers de produits reprenant l'ensemble de leur production auprès de population. Et donc, a priori, on irait plutôt vers un drive et vers une alimentation donc d'une cantine scolaire sur le territoire. Donc, actuellement, donc, cette mesure elle a été ouverte au mois de mars, fin mars, et elle est encore valable jusqu'au 15 septembre 2021. D'accord. Alors, je crois qu'on a retrouvé la liaison avec Madame la sous-préfète. Donc, en fait, ce que nous avons fait, c'est que nous avons donné la parole à Monsieur Pujol et à Monsieur Aïtaïssa pour qu'ils commencent à présenter les différents appels à projets. Est-ce que, du coup, on a retrouvé le lien avec… Voilà. Bon, c'est un petit peu compliqué la liaison. Vous voulez reprendre la parole, peut-être, Madame Lefort? Non, je vous en prie, on peut poursuivre. On poursuit. C'était arrivé au bout de mon propos, donc poursuivons. D'accord, on l'a bien entendu et on a apprécié ce que vous avez dit et les moyens qui sont mis par l'État pour l'économie sociale et solidaire. Alors, du coup, on va passer à l'appel à projet suivant de lutte contre la pauvreté. Voilà, et donc c'est une mesure de soutien aux associations de lutte contre la pauvreté. Donc, comme le disait Madame Lefort, donc cette enveloppe, c'est une enveloppe de 100 millions d'euros. Donc là, la gestion des dossiers se fait au niveau national. Donc, les associations ont été informées au niveau départemental de l'appel à projet et elles devaient déposer des dossiers, nous en informer, mais tous les dossiers sont instruits au niveau national. Donc, donc là, c'est pareil, hein, c'est une mesure qui vise
à permettre aux populations précaires au niveau alimentaire d'avoir accès à une alimentation saine et de qualité. Donc, elle s'adresse essentiellement aux associations qui œuvrent auprès des ménages précaires. La candidature donc, se fait auprès de la DETSPP de l'Ariège. Il y a eu une première vague de dossiers qui ont été retenus au niveau national. Donc, sur le département de l'Ariège, on a l'association Hérisson de Bellor qui a eu un financement pour la création d'une plateforme logistique d'approvisionnement, donc qui va leur permettre justement de pouvoir stocker et constituer des stocks plus importants d'aliments pour pouvoir les redistribuer en fonction des besoins auprès d'associations locales et sur l'ensemble du territoire au niveau départemental. Ça leur permet aussi, ce type d'outils, de pouvoir passer des marchés ou contacter des agriculteurs ou des producteurs qui ont des gros volumes pour pouvoir justement les stocker, parce que jusque-là, ils étaient obligés, et on l'a constaté pendant la pandémie, ils étaient obligés des fois de se retirer de propositions parce qu'ils n'avaient pas les volumes suffisants pour stocker ces produits. Donc, il y a d'autres projets dans le département qui sont étudiés lors d'une seconde vague, donc notamment la mise en place d'un accueil de jour mobile au niveau de la Croix-Rouge, un projet sur le numérique qui est porté par la Ligue de l'enseignement, et ensuite donc des projets sur l'aide alimentaire, c'est quand même le gros sujet actuellement, donc qui est porté par plusieurs associations, donc le Secours populaire français, l'Entraide Arislève et l'association Castor. Voilà donc sur ces mesures, et donc ces mesures sont toujours en cours, et on attend donc le projet, la seconde vague et la validation des montants pour la seconde vague. Très bien. Hébergement, logement, c'est aussi vous, Monsieur Pujol? Oui, c'est aussi moi. Donc, sur la modernisation des accueils de jour, donc là aussi, par rapport à la pandémie que l'on a vécue, on s'est rendu compte qu'effectivement, les locaux qui permettaient l'accueil de jour des personnes en précarité étaient relativement importants, et que souvent, ces locaux n'étaient pas toujours en état de fonctionnement optimal. Et donc, il y a une enveloppe de 12 millions d'euros qui a été mis en place pour permettre la rénovation de ces locaux. Rénovation énergétique, mise aux normes d'accessibilité, éventuellement des travaux d'extension du bâti, le financement aussi de démolition pour refaire des locaux plus adaptés. Donc voilà, il y a tout un tas de mesures qui sont mises en place sur ces locaux, avec des subventions qui couvrent 100% ou 70% du montant total des travaux en fonction des travaux, du montant global engagé au niveau de l'association. Donc ça concerne les associations, les collectivités et les organismes HLM. Et là aussi, donc, les dossiers doivent être déposés à la DETSPP et à la DDT de l'Ariège pour instruction et validation. Donc, la quatrième mesure que nous suivons au niveau de la DETSPP, c'est la création et le développement de tiers-lieux favorisant l'accès à l'alimentation des personnes hébergées à l'hôtel. Alors là aussi, on s'est rendu compte pendant cette pandémie et cette crise qu'on hébergeait des personnes dans des installations, notamment l'hôtel ou le camping, et que ces installations n'avaient pas toujours la possibilité de permettre à ces personnes qui peuvent résider assez longtemps dans ces locaux, de leur permettre de faire eux-mêmes les repas, et donc de finalement
adapter leur alimentation par rapport à leurs besoins et à leurs envies. Donc, cette mesure, donc, qui est une enveloppe de 25 millions d'euros, permet effectivement de financer ce type de locaux, que ce soit dans des restaurants ou dans des tiers-lieux, pour permettre d'avoir un équipement minimum pour permettre de stocker et de préparer des repas au niveau de ces personnes, de ces populations. Donc là, ça concerne les associations et les collectivités. Donc pour le moment, il y a une lettre d'intention qui doit être envoyée à la DSPP. Et ensuite, donc, un dépôt de candidature qui doit être réalisé par l'association ou la collectivité pour pouvoir instruire le dossier. Donc actuellement, on a des demandes, notamment de collectivités sur le département pour ce type d'aide. Alors, cette mesure a été ouverte très rapidement, très tôt dans l'année, et elle a eu rapidement un grand succès. Et donc, les délais de dépôt de dossier n'ont pas été poursuivis. Donc, il est important que les gens aient déposé la lettre d'intention pour qu'on puisse effectivement prendre en compte toutes les demandes. Donc là, il y a une première vague qui a fait l'objet d'un examen. Et là, donc, pour un certain nombre de dossiers, ils seront inscrits dans le cadre de la deuxième vague des dossiers. Bien. On va passer à la slide suivante. Alors, sur les autres mesures, en principe, si les gens de la salle peuvent intervenir. Voilà. Madame Morandera, peut-être, sur le service civique? Sur le service civique, normalement, il y avait Madame Séné. Madame Séné, voilà, Séné. Voilà. J'ai déjà écorché pas mal de noms, donc je m'associe à Monsieur Pichol. Oui, Catherine Senet du service départemental jeunesse, engagement et sport. Le service civique, c'est un engagement volontaire qui est au service de l'intérêt général, donc au sein de collectivités et d'associations comme vous l'êtes. Donc ça n'est pas un contrat de travail, par contre, c'est vraiment une mission d'engagement qui va concerner des jeunes âgés de 16 à 25 ans, peut aller jusqu'à 30 ans pour des jeunes en situation de handicap. C'est un engagement d'une durée de 6 à 12 mois sur un minimum de 24 heures par semaine, donc qui peut se dérouler en France et à l'étranger. Donc il y a 9 grands domaines dans lesquels les missions de service civique doivent s'inscrire. Donc domaines que sont l'éducation, la solidarité, le sport, culture et loisirs, l'environnement, la santé, mémoire et citoyenneté, l'intervention d'urgence, le développement international et l'action humanitaire. Donc, en contrepartie de son engagement, le jeune volontaire bénéficie d'une indemnisation donc à hauteur de 580 € net par mois et d'une formation civique et citoyenne. Ce qui me semblait important de pouvoir aussi vous préciser, c'est que ce sont des activités, cette mission, elle est compatible, alors, dans la mesure où elle est compatible en termes d'emploi du temps, le volontaire peut poursuivre des études ou avoir un contrat de travail par ailleurs et effectuer en même temps une mission d'engagement. Donc, la réalisation d'un volontariat en service civique, c'est un réel atout pour les jeunes dans leur parcours. Ça peut leur permettre autant de découvrir en fait une filière ou un secteur vers lequel ils vont pouvoir poursuivre des études, mais ça peut être aussi leur faire découvrir vraiment un nouveau métier ou un nouveau secteur qu'ils ne connaissaient pas. Ça peut être aussi pour eux l'occasion d'avoir une expérience en année de césure, par exemple, de leurs études, ou ça peut leur permettre aussi sur un temps où ils vont avoir soit un contrat à temps partiel, un contrat de travail à temps partiel ou être en recherche d'emploi. Ça peut vraiment constituer aussi une expérience très intéressante pour eux, qui peuvent valoriser également dans leur CV. Ça peut leur permettre de rencontrer aussi des personnes avec lesquelles ils vont pouvoir constituer un réseau professionnel. Donc, pour accueillir un volontaire, donc la structure doit être agréée.
donc au niveau national ou au niveau départemental, ou alors il est possible pour une structure de faire appel à une association d'intermédiation qui va gérer tout le volet administratif et la formation civique et citoyenne du jeune, et il mettra en quelque sorte le volontaire à disposition de l'association, de la collectivité. On a en Ariège 2 associations d'intermédiation que sont APA Passeport 09 et la Ligue de l'enseignement. Donc, c'est une mesure qui bénéficie vraiment aussi d'une augmentation sur cette année, puisque nous avions 250 contrats d'engagement signés en 2020 et pour 2021, nous avons une cible de 353 contrats signés, donc potentiellement 353 jeunes qui vont pouvoir effectuer une mission de service civique. Pour davantage d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site qui est cité en fin de la diapo, service-civique.gouv.fr, ou vous rapprocher du service départemental jeunesse, engagement et sport. Bien. Merci. Alors, on va passer aux mesures de soutien à l'emploi. Madame Morandena. Dans les mesures, le plan de relance contient aussi évidemment des mesures de soutien à l'emploi que l'on a l'habitude d'appeler les contrats aidés. Alors, on a souhaité ici faire un zoom particulier sur les mesures qui concernent le plan Un jeune, une solution. Mais voilà, juste pour signaler aux participants à ce webinaire qu'il y a d'autres types de contrats aidés que l'on connaît habituellement. Et du coup, je vais peut-être laisser la parole à Alain Feld qui va présenter chacun des contrats, si Alain est là. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui. Alors, on vous entend, oui, très bien. Même. Très bien, merci. On remonte la diapo, s'il vous plaît, sur la précédente. Donc, je vais vous faire un petit zoom sur 3 contrats aidés. Donc, le premier, c'est un contrat qui s'adresse d'abord au secteur non marchand et qu'on appelle le PEC, le parcours emploi compétences. Ce PEC, selon les publics visés, a des taux d'aide de l'État différents. Alors, aujourd'hui, on a voulu vous faire un petit zoom sur les jeunes. Donc, je vais vous parler du PEC jeune, donc, qui s'adresse en l'occurrence à des publics en difficulté d'accès à l'emploi, donc de moins de 26 ans et qui ne possèdent pas un niveau supérieur au niveau bac, ou des jeunes en situation de handicap jusqu'à 30 ans sans condition de niveau. Voilà pour le public visé et pour lequel on espère que l'économie sociale et solidaire répondra présente en termes d'embauche. Donc, entre autres employeurs, donc l'ensemble du secteur non marchand, les associations, les collectivités territoriales, les organismes de droit privé à but non lucratif et les SCIC en particulier. Donc, c'est un contrat aidé qui peut prendre la forme d'un CDD ou d'un CDI. Si c'est un CDD, il doit être d'au minimum 6 mois, sachant que ce CDD peut être renouvelé jusqu'à 24 mois. Alors, la nouveauté du plan de relance, c'est que jusqu'à présent, ces PEC étaient pris en charge par l'État à hauteur de 20 heures hebdomadaires sur la base du SMIC. Aujourd'hui, cette aide peut aller jusqu'à 30 heures par semaine, c'est-à-dire que si vous avez des besoins de main-d'œuvre au-delà de 20 heures, eh l'État répond présent et couvre jusqu'à 30 heures hebdomadaires ce salarié avec un taux de prise en charge, donc toujours sur la base du SMIC brut, à hauteur de 65%. Voilà, et un premier contrat CDD qui ouvrira une aide sur 9 mois. Si vous souhaitez renouveler l'embauche de ce jeune, enfin poursuivre l'embauche de ce jeune, le prescripteur, qu'il soit Pôle emploi ou mission locale ou Cap emploi, renouvellera, bien entendu, si vous respectez les clauses du contrat et en particulier l'accompagnement professionnel de ce jeune, donc renouvellera cette aide de l'État jusqu'à 24 mois. Voilà.
On peut passer à la diapo suivante si vous voulez, à moins que vous ayez des questions, bien entendu. On prendra les questions à la fin du webinaire, on les regroupera. Vous pouvez les mettre dans le chat aussi au fur et à mesure hein, pour les participants, mais on va dérouler et puis ensuite on aura un temps d'échange. Je vous laisse continuer. D'accord. Alors, avant de passer de vous parler du contrat initiative emploi, ouvert également au tissu associatif, je le rappelle, juste vous préciser que le conseil départemental a signé ce qu'on appelle une convention annuelle d'objectifs et de moyens avec l'État et majore l'aide pour le contrat PEC à hauteur de 95% du SPIC, ce qui ramène un premier contrat pour un jeune et pour l'employeur à quelque chose de voisin de zéro en termes de reste à charge. S'agissant du CIE jeune, donc on retrouve les mêmes profils de bénéficiaires, des jeunes en difficulté d'insertion sociale et professionnelle ou des personnes jusqu'à moins de 30 ans reconnues travailleurs handicapés. Là, on est sur le secteur concurrentiel, marchand, donc ce ne sont pas tout à fait les mêmes employeurs, encore que je le rappelle, le tissu associatif peut émerger sur un CIE. Le format du contrat est sensiblement le même, à savoir un CDD au moins de 6 mois ou un CDI. Les aides sont courtes jusqu'à 24 mois et la durée de prise en charge par l'État sur le contrat va de 20 à un temps plein, 35 heures par semaine. Et le taux de l'aide de l'État est fixé à 47% du SMIC brut, c'est-à-dire le maximum prévu par la loi. Voilà, alors troisième façon pour l'ESS d'accompagner les projets de relance, l'embauche en apprentissage. Alors c'est une vieille formule l'apprentissage, mais la nouveauté du plan de relance, c'est qu'on a une aide majorée à l'embauche, vous le voyez, qui est assez conséquente, puisque la première année, c'est ce qu'on appelle l'aide unique à l'emploi. La première année, l'aide est portée à 5 000 € si le jeune est mineur et à 8 000 € si le jeune est majeur, 2 000 € la deuxième et 1 200 € la troisième année. Bon, c'est le principe du contrat en alternance, savoir qu'un quart du temps de travail se déroule en CFA. Le jeune prépare un diplôme ou un titre. Et donc, un contrat tripartite entre l'organisme de formation, l'employeur et le jeune. Et pour mémoire, c'est l'OPCO de votre secteur d'activité qui, désormais, enregistre le contrat. Voilà, donc c'est un contrat qui est de plus en plus souple puisque on peut pratiquement démarrer un contrat d'apprentissage tout au long de l'année dès l'instant que on a des sessions de formation en CFA plusieurs fois dans l'année. Sachant que donc, ce contrat peut démarrer 3 mois avant une session en CFA ou 3 mois après le début de la session. Voilà. Alors oui, vous précisez que il y a des taux majorés, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le PEC, selon les publics, on a des taux différents. Dès lors que le public et les jeunes, mais pas seulement le public recruté habite en ZRR ou en quartier prioritaire de la ville, le taux est majoré et grimpe à 80. Le taux de l'aide est majoré et grimpe à 80% du SMIC brut. Voilà. Et puis sur les autres publics, le taux est à 45% du SMIC. Voilà. Très bien. Merci. Donc, je vois que maintenant, merci à l'ensemble des intervenants sur cette partie-là, puisque là, on va avoir les contacts Pôle emploi, mission locale et Cap emploi. C'est ce que vous venez de dire concernant, en quelque sorte, les prescriptions, quoi, hein. Oui, tous vos interlocuteurs, dès lors que vous avez une intention d'embauche, sont affichés là et ils sont répartis par territoire ou par champ de compétences.
les jeunes, ce sera la mission locale, les personnes reconnues comme handicapées étant Cap Emploi. Très bien. Oui, Madame Karmarek, Fanny Kunt, vous m'entendez? Oui, oui. Du conseil départemental, je voudrais apporter Oui. un petit plus d'explications par rapport au parcours emploi compétences et au CIE. Oui. En 2021, le conseil départemental a signé l'accord, mais ça vient de se faire très récemment, et donc nous allons apporter une aide complémentaire au parcours emploi compétences et CIE qui s'adresse aux bénéficiaires du RSA. Et comme le disait tout à l'heure M. Rennes, dans la limite de 95%. Donc tout à l'heure, il citait le cas des jeunes, si je ne me trompe pas, c'est 65%. Donc nous, on interviendra à 30% supplémentaires. D'accord. Voilà. Et sur les CIE, donc effectivement, l'État fait le choix d'intervenir sur les CIE jeunes. Et nous financerons les CIE bénéficiaires du RSA. Donc normalement, plus particulièrement, qui ne seront pas jeunes, puisque les jeunes au RSA, il n'y en a pas beaucoup. Dans la même limite, à 47% du SMIC et pour des contrats idem de 20 heures à 35 heures. Voilà. Et nous financerons également une prime de tutorat si l'employeur verse une prime à la personne en charge de l'accompagnement du bénéficiaire du RSA au sein de sa structure. Très bien, je vous remercie de ces précisions, puisqu'effectivement, vous aviez été cité précédemment dans le complément que vous apportez financier pour l'aide qui peut l'amener à quasiment zéro pour une structure qui en bénéficie. Merci, Madame Kuhn. Je propose qu'on reprenne le document parce que je pense qu'on n'était peut-être pas allé tout à fait au bout. Voilà, nous avions encore culture et numérique. Je ne sais pas qui présente ce… Oui, écoutez, je veux bien vous en dire quelques mots. Les représentants de la DRAC n'ont pas pu être présents aujourd'hui. D'accord. Mais non, mais je suis là. Ah si. Mais si. On a des bonnes surprises, vous voyez, Monsieur Nicole est là. D'accord. Je n'avais pas vu votre réponse, Monsieur Nicole. Je vous en prie, alors. Non, mais je vous en prie, je vous laisse lancer si vous le souhaitez. Hein. Je n'ai pas de prérogative dans le domaine, sachant que pour faire assez court, cet appel à projet quartier culturel créatif, c'est donc un appel à projet culture piloté au niveau national qui est doté de 2 millions d'euros en 2021 et 2022. Donc, il suit bien évidemment le plan France Relance. Et il va viser à favoriser essentiellement la relance de l'activité des acteurs de l'économie culturelle de proximité, j'insiste sur la notion de proximité, et valoriser bien sûr l'offre culturelle des territoires. Et il nous intéresse particulièrement ici aujourd'hui parce qu'il s'intéresse particulièrement au centre urbain dit dévitalisé, ou en tout cas où la présence physique est désormais fortement menacée. Donc cet appel à projet concerne essentiellement… Il y a pour objectif de fédérer, d'animer des équipements culturels de proximité. En premier lieu, bien sûr, les bibliothèques, les médiathèques, quelques salles de spectacle, des musées et des cinémas, mais également les commerces dits culturels dans lesquels nous intégrons les librairies, les disquaires, les galeries d'art et tout ce qui touche à la diffusion de la presse, dans lequel, bien sûr, ces structures sont implantées. Donc, ces lieux qui se structurent autour de ces équipements, pour bénéficier de cet appel à projet, doivent donc organiser un projet qui vise à la fois à trouver et à déterminer un dispositif d'accompagnement des professionnels et aux professionnels de la culture. C'est un espace qui se veut également ouvert au public, bien évidemment, et puis, si l'espace le permet, que celui-ci puisse mettre à disposition des locaux commerciaux, bien évidemment à loyer modéré, sachant que cet appel à projet peut être sollicité par des porteurs de projets. Je pense que c'est important, aussi bien public que privé, donc des collectivités, des associations ou des structures d'accompagnement, sachant que jusqu'à présent, et selon les dernières réunions que nous avons pu avoir avec l'administration centrale, il y a un cycle de 4 temps de sélection qui a été prévu aujourd'hui. Le premier qui devait avoir lieu en juillet a été reporté au mois de septembre en raison déjà de l'afflux des demandes qui émergent des territoires. Voilà. Je peux vous communiquer parce que je n'avais pas, il y a évidemment au-delà du PowerPoint qui s'affiche devant vous,
délivrer d'autres informations, mais je suis bien évidemment à votre disposition pour pouvoir en parler, sachant que je voulais signaler, parce qu'il ne figure pas dans le conducteur aujourd'hui, peut-être 2 autres dispositifs dans le cadre de la relance qui sont importants. Le premier qui est un dispositif qui concerne l'été culturel, sur lequel vous trouverez sur le site de l'ANRAC une charte qui permet à, je dirais, à l'ensemble des opérateurs du territoire de pouvoir solliciter des moyens pour favoriser, en tout cas pour les enfants et leurs parents qui ne bénéficient pas forcément de vacances hors du territoire, de pouvoir développer une pratique culturelle de proximité. Et donc, cet appel à projet est ouvert et susceptible d'intéresser l'ensemble des acteurs locaux. Et puis, un deuxième appel à projet qui est en fait la reconduction d'un AMI qui devait se clôturer en 2018 et qui a été poursuivi jusqu'en 2021. Il s'agit d'un appel à projet, d'un appel à manifestation d'intérêt qui s'intitule « Culture, patrimoine et numérique », qui est lui doté d'une enveloppe de 100 millions d'euros et qui vise essentiellement à valoriser, en tout cas à soutenir des projets qui valorisent par le numérique, la réalité augmentée, la 3D, mais tout ce qui touche au développement du numérique, bien sûr, la valorisation d'œuvres, de monuments, de savoir-faire ou de création de nouvelles offres de contenu culturel qui peuvent être accessibles au public, comme l'a démontré la période que nous venons de traverser. Voilà, c'était juste un petit complément qui ne figure pas dans l'image qui s'affiche sur cette diapositive. D'accord, merci Monsieur Nicole. Peut-être c'est celui-là. Si, non, c'était pas celui-là? Non, là on est sur la notion de fabrique de territoire, tout à fait. Alors, est-ce que c'est vous ou c'est quelqu'un d'autre? Je n'avais pas prévu d'intervenir sur ce sujet, mais qui est piloté au niveau régional par donc le préfet Romain Garou. Mais là, je ne pourrais pas vous en dire plus que ce qui figure, puisque ça ne relève pas autant l'appel à projet qu'on a indiqué quartier culturel créatif nécessite l'avis de l'ANRAC, puisqu'en fait l'ensemble des dossiers sont déposés, en tout cas pour avis auprès de la direction régionale, qui les font remonter à l'administration centrale, puisque c'est un projet qui est géré par la direction générale des médias et des industries culturelles. Autant il me semble que les fabriques de territoire sont plutôt une AMI qui est pilotée par l'ANCT. Alors peut-être Madame Lefort peut nous en parler. Très rapidement, c'est effectivement un appel à projet lancé en 2020 et qui se clôture en fin 2021. Un appel à projet lancé par l'ANCT et qui visait plutôt à créer des tiers-lieux à vocation numérique dans les territoires ruraux, avec l'idée, bien sûr, de favoriser l'inclusion par le numérique, l'insertion professionnelle par le numérique, mais également créer des espaces de coworking pour que les télétravailleurs puissent, dans les territoires ruraux, trouver là un espace de travail un peu collaboratif et puis trouver peut-être aussi, de manière très concrète, suffisamment de bonnes connexions et donc de bonnes conditions de travail, puissent participer à des réunions en visioconférence, etc. Donc, ça, c'est l'appel à projet Fabrique du territoire. Pour tout vous dire, il n'a pas rencontré un succès formidable sur le territoire de l'Ariège. Et je dirais même sur l'Occitanie, parce que sur l'Occitanie, on a eu 4 projets qui ont été lauréats. Alors, vous me direz, il y a 4 projets lauréats, mais il y a peut-être eu d'autres postulants. Mais en tout cas, sur l'Ariège, à ma connaissance, aujourd'hui, on n'a pas de projet de fabrique de territoire mature. On a quelque chose qui se dessine sur la communauté de communes du Pays de Mirepoix, mais pour l'instant, c'est un projet qui est en construction. Je pense que peut-être un des freins, c'est qu'on ne sait pas exactement aujourd'hui comment va évoluer le télétravail. Parce qu'on dit qu'on est quand même dans une tendance de fond, où il y aura de plus en plus de télétravailleurs. Mais les télétravailleurs travaillent quand même globalement depuis leur domicile. Et ça, c'est un modèle de tiers-lieu numérique qui avait commencé à fonctionner, à prendre un petit peu d'essor il y a quelques années. Mais on se demande si c'est vraiment un modèle d'avenir parce que les télétravailleurs, encore une fois, ne sont pas forcément enclins à aller dans des structures collectives pour télétravailler, finalement, quand ils peuvent le faire depuis leur domicile. Donc, il y a encore une réflexion qui chemine
dans les collectivités locales pour savoir si c'est quelque chose qu'il faut creuser. En tout cas, moi, les élus que j'ai pu rencontrer, avec qui j'ai pu discuter sur ce projet Fabrique du territoire, souvent je les invite vraiment à faire des études de marché pour voir comment ces lieux seraient occupés, quelles sont les attentes de leurs administrés pour être sûr de ne pas se lancer dans un projet qui finalement ferait un flop à l'arrivée. Très bien. On va passer à la slide suivante. Sur les conseillers numériques. Oui, alors sur les conseillers numériques, là aussi, il s'agissait de donner vraiment un coup d'accélérateur en matière de développement du numérique et surtout d'inclusion par le numérique, qui est vraiment une politique publique forte qui est portée dans le cadre du projet France Relance. Donc, il y a 250 millions d'euros qui sont mobilisés pour rapprocher le numérique du quotidien de tous les Français. Mais l'enjeu, c'est que pour que le numérique progresse et qu'on puisse favoriser cette insertion professionnelle par numérique, il faut des formateurs, il faut des lieux et il faut des moyens. Et donc, le but de l'appel à projet conseiller numérique, c'était justement de pouvoir recruter des formateurs, d'avoir des lieux adéquats et d'avoir tous les outils pour faire en sorte qu'on puisse apporter aux populations, notamment en milieu rural ou aux populations les plus éloignées, on va dire, du numérique, une aide, un conseil, et pouvoir aussi les acculturer au numérique dans toute leur démarche de la vie quotidienne. Donc cet appel à projet, il est aujourd'hui clôturé, donc je ne vais pas forcément m'étendre très, très longuement. Il a été lancé le 17 novembre, non, il est clôturé de mémoire depuis il a été clôturé en fin d'année 2020. Et on a eu 5 lauréats en Ariège. On a eu alors la mairie de La Blanais, la communauté de communes du Pays de Mirepoix, la commune de Castillon-en-Couserans, et on a 2 associations qui sont d'ailleurs peut-être présentes parmi nous aujourd'hui. On a eu l'association Lab Place à Oust et l'association MAC 09 à Saint-Jérôme. Voilà. Donc, bon, j'en dis pas plus, il est clôturé. Je pense que tous ceux qui avaient un projet en la matière, à mon avis, ont eu satisfaction. Voilà, parce qu'il y avait quand même un effort pour accompagner largement les collectivités, les associations sur ce champ. Bien. Le chèque France numérique. Alors, le chèque France numérique, c'est un dispositif qui est porté par France Num. Alors là aussi, France Num, c'est un guichet. Donc, ce n'est pas toujours évident parce que derrière un guichet, on n'a pas toujours une personne bien identifiée. Tout à l'heure, pour le plan Jeune, une solution, on avait des noms, on avait des services, on avait des adresses, des numéros de téléphone. C'est quand même beaucoup plus confortable pour chacun d'entre nous. Là, France Num, c'est un peu comme l'agence de services des paiements. Bon, c'est un guichet, tout est dématérialisé. Mais néanmoins, c'est intéressant, France Numérique, puisque c'est un chèque forfaitaire de 500 € qui est destiné à couvrir tout ou partie des dépenses des dépenses de digitalisation, en fait, qui sont engagées par les associations ou les entreprises. Donc, il y a plusieurs types de dépenses. Hein. Ça peut être soit l'achat ou l'abonnement à des solutions, on est sur l'immatériel, soit l'accompagnement à la numérisation. Ça peut être intéressant parce qu'il y a vraiment tout type de projet qui peut être éligible. Ça peut être, par exemple, sur le champ purement commercial, travailler sur la visibilité de son site Internet, sur la gestion de la relation client, mais ça peut être aussi sur des aspects plus logistiques, gestion des stocks, mise en place d'un ERP, enfin voilà, ce genre de choses. Donc, c'est vraiment des solutions numériques, on va dire, du quotidien pour une entreprise ou une association. Et il n'y a pas de petit montant, parce que vous voyez, c'est un chèque forfaitaire de 500 € pour des dépenses minimum de 450 €. Donc, voilà. 450 €, vous voyez, c'est quand même des petits montants. Donc, même des petits montants peuvent être accompagnés. Parce on a coutume d'entendre, malheureusement, que France Relance, c'est toujours fait pour les grandes entreprises, c'est fait pour les gros montants, c'est fait pour des gros investissements. Bon, là, on a la preuve que les petites entreprises ou les petites associations qui ont des projets finalement modestes mais très utiles pour leur développement peuvent bénéficier d'un chèque forfaitaire de 500 €. Il suffit d'apporter la facture, une facture qui doit avoir été reçue, alors, de mémoire, octobre 2020, qui doit avoir été émise entre octobre 2020 et fin juin 2021. Très
Très bien, donc ça veut dire qu'il faut se dépêcher. Ah, il y a quelqu'un qui nous a mis dans le chat un message nous disant qu'il a, Léo Lagrange, 2 fois été élu au recrutement d'une conseillère numérique, hein, puisqu'on en parlait à l'instant, au 1er septembre 2021. D'accord. Merci de ce message, Monsieur Porté. Et oui, et ça prouve bien qu'effectivement, c'était une mesure très intéressante. Je ne sais pas si elle sera reconduite ultérieurement, mais en tous les cas, ça pouvait être quelque chose de tout à fait intéressant parce que ça permettait de compléter une activité déjà existante, comme c'est le cas, j'imagine, déjà chez Léo Lagrange. Peut-être si Monsieur Porté veut dire 2 mots là-dessus, illustrer cet appel à projet, même s'il est clôturé, mais peut être intéressant de comprendre effectivement que ces appels à projets sont destinés à tout le monde, hein, puisque c'est le but. Est-ce que M. Porté nous entend? Tout à fait, merci de me donner la parole. C'était juste pour faire cette petite précision. Il y a eu un petit souci par rapport à la formation des conseillers numériques, puisqu'ils doivent obligatoirement passer par cette formation-là. Et comme ils ne sont pas légion encore en Ariège, la formation sera diligentée, de ce que je sais depuis ce matin, à la fin du mois de septembre. Voilà, donc j'ai repoussé le recrutement qui était prévu au 1er juillet. Voilà, mais ça rentre dans l'ordre. Effectivement, il y a tellement de mesures à mettre en place que j'imagine que ce n'est pas toujours très, très facile. Merci en tous les cas de nous en parler. On avait fini, je pense, cette première présentation. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on garde les questions. Je vous incite tous à garder vos questions pour la fin. Et je vais passer la parole à Claire Porical de France Active, parce que France Active gère le plan d'urgence ESS et un prêt solidaire qui peut être tout à fait intéressant et qui vient compléter les mesures dont on a entendu parler jusque-là. Donc, déjà, je propose à Claire d'ouvrir sa caméra, qu'on puisse la voir. Voilà. Et puis, Claire, est-ce que vous voulez lancer vous-même votre document? Bonjour, alors déjà, est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Ok, parfait. Oui, je peux lancer mon document, ou sinon, voilà, il me semble que je vous l'avais envoyé aussi, si vous préférez, ça m'est égal. Bon, comme vous voulez, non, nous, on n'a pas de... C'est peut-être plus simple à essayer. Est-ce que Coralie vous a mis, je pense, en partage d'écran? Oui, c'est bon, elle a l'accès. Très bien, merci Coralie, parce que comme ça, vous pouvez gérer vous-même le passage des slides, c'est aussi bien. Du coup, c'est bon, vous le voyez ou pas? Pas encore, mais partager. Des délai, voilà, c'est en cours. Voilà, ça y est. Par contre, vous le mettiez en diaporama si vous pouvez, parce que là, on le voit qu'à moitié. Sur le côté, on le voit un petit peu moins. Est-ce que c'est bon? Pas tout à fait. Juste en plein écran, tout en bas à droite. Il faudrait que vous le mettiez en plein écran. Voilà. En bas à droite, à côté du zoom. Je ne sais pas si vous voyez. Là, un peu à gauche, là. Alors, c'est toujours pas en plein écran. Bon, c'est pas... Ah, là, c'est plus du tout. Ouais, parce qu'en fait, ça s'est mis sur le double écran. On va le mettre alors, on va le mettre. J'arrive. Voilà. C'est toujours pour ça qu'on les a en secours, parce que... Là non plus, vous ne l'avez pas? Alors, là, est-ce que vous le voyez, Claire? Oui. Moi, oui, on le voit. Hein. Voilà. Ok, donc là, c'est bon normalement. Ouais. Donc, bonjour à tous. Claire Porical, je suis chargée de financement chez France Active. France Active, qui est une association présente sur tout le territoire national, du coup en France, et qui est répartie sur plusieurs associations territoriales. L'association qui couvre la partie, le département de l'Ariège, et l'association France Active MP Occitanie, qui couvre en fait toute la partie ex-Midi-Pyrénées. Donc, on a pour intérêt, pour objectif d'aider les entrepreneurs à créer leur projet leur création d'entreprise ou reprendre une entreprise
Mais aussi, on a tout un volet ESS, puisque nous intervenons auprès de structures de l'économie sociale et solidaire qui souhaitent soit se créer, soit développer leurs activités. Je reviendrai peut-être plus tard sur nos interventions à ce sujet. On intervient sur des projets qui ont un impact sur le territoire, sur l'emploi, socialement, ou qui prennent en compte des dimensions environnementales qui sont intéressantes et donc qui ont un impact sur notre société. Et du coup, France Active s'est vue attribuer le rôle de distribuer une enveloppe qui a été versée par l'État en 2021 et en soutien aux structures de l'ESS qui ont été impactées par le Covid en 2020 et en 2021. C'est le dispositif Urgence ESS. Peut-être que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler. Il s'agit donc de primes qui peuvent aller de 5 000 ou 8 000 euros pour des structures de l'ESS qui ont entre 1 et 10 ETP. Donc, en fait, on distribue des primes de 5 000 euros pour les structures ayant entre 1 et 3 salariés et une subvention de 8 000 euros pour les structures ayant entre 4 et 10 ETP. Au niveau de l'éligibilité, donc au-delà de du fait qu'il faut qu'elle soit employeuse d'au moins un salarié, ce dispositif est dédié aux structures ayant été impactées par le Covid et du coup ayant des problèmes au niveau soit de leur trésorerie, soit qui subissent une baisse de l'activité. Donc c'est une prime qui n'est pas orientée sur uniquement un besoin de trésorerie, ça peut être orienté sur un besoin, sur la possibilité de pérenniser un emploi, ça peut être sur le besoin d'investir dans du petit matériel, je pense notamment aux associations sportives, pour reprendre de façon correcte l'activité en septembre. Voilà, l'idée c'est que vous ayez bien conscience que cette prime n'est pas orientée vers un financement très précis et qu'elle dépend des structures, qu'elle dépend des situations et que du coup, on est plutôt à l'écoute à ce niveau-là. Du coup, au niveau donc le dispositif existe depuis fin février à peu près. On a déjà distribué une bonne dizaine de primes sur le département de l'Ariège. Et on en a encore en cours, mais on vous encourage pour les structures de l'ESS qui ont été impactées cette année à faire la demande pour pouvoir bénéficier de cette prime. Pour faire la demande, il faut remplir un formulaire de contact en ligne dont vous voyez le lien apparaître, urgenceess.fr. À ce moment-là, vous serez contacté par nos services et vous aurez un certain nombre de documents à nous retourner. Ça va être des documents plutôt administratifs ainsi qu'un document plus sur la situation de votre association ou votre structure, bien entendu, et l'impact qu'elle a subi du Covid avec un plan de trésorerie à remplir. On sait aussi que ce plan de trésorerie est parfois compliqué à remplir pour certaines structures qui n'ont pas forcément le temps, les compétences pour le faire. On tient à signaler on sait que le contexte est compliqué, qu'on a aussi parfois du mal à faire des plans de trésorerie par l'incertitude sur les mois à venir. Mais on vous fournit un modèle. L'idée, c'est d'essayer de le compléter. Si besoin, de nous contacter pour qu'on essaie au moins de comprendre la situation de votre trésorerie si c'est trop compliqué pour vous ou si vous n'avez pas le temps de le remplir. Une fois qu'on a tous les éléments, le dossier passe en comité et vous avez généralement une réponse assez rapidement. Et en cas de réponse positive, la prime est décaissée dans les 10 jours. Donc voilà, on vous encourage à faire les demandes sur
ce lien-là, je pourrais aussi vous envoyer le lien d'une vidéo qui a été faite par une association territoriale de chez France Active sur comment réaliser un plan de trésorerie, qui pourra peut-être vous être utile pour ceux qui sont concernés. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas de délai de fin de cette prime. On a encore possibilité d'en distribuer. Donc voilà, on vous encourage à le faire. Voilà, là, c'est les différents éléments à nous envoyer. Donc, le plan de trésorerie, l'autodiagnostic, c'est un questionnaire à remplir pour établir un petit peu la situation de votre structure, la fiche d'identité, un justificatif d'immatriculation et toutes les pièces qui en suivent, qui normalement sont des pièces que vous devriez avoir quelque part dans votre ordinateur. Un autre outil que France Active a développé pendant la crise, c'est le pré-relève solidaire qui a pour objectif d'aider les structures qui ont été impactées cette année et l'année dernière afin de reconstituer la trésorerie, combler la perte non couverte par certaines aides exceptionnelles et préparer la relance surtout de l'activité. Donc, c'est un prêt qui peut aller jusqu'à 100 000 euros. Qui est plutôt sur du court terme puisque ça va de 12 à 18 mois avec un remboursement in fine et qui est à 0%. Il s'adresse à des structures de l'ESS et à des entreprises qui sont engagées. Et surtout, c'est un prêt en fait qui va pouvoir rassembler un comité de partenaires, donc des banques, des accompagnateurs de l'ESS, et qui du coup vont se rencontrer chaque trimestre pour voir un petit peu et faire le bilan sur l'activité, sur les objectifs que s'est fixé la structure. Donc c'est un vrai, au-delà de la trésorerie, de l'aide que ça apporte à ce niveau-là, ça peut être aussi un outil d'accompagnement, sachant que voilà, même si c'est du court terme, il y a des possibilités de refinancement dans le cadre d'un nouveau tour de table suite à cela. Voilà, donc c'est le pré-relève solidaire, pareil, pour avoir plus d'informations, je vous invite à nous contacter à ce sujet, sachant qu'ensuite, pour étudier les dossiers, on a un process qui consiste tout simplement à réceptionner les éléments et à échanger ensemble pour voir quels éléments nous aurions besoin de savoir en plus. Au-delà de ça, France Active, c'est aussi, on accompagne aussi sur de la création, donc sur l'ESS, ou sur de la création plus classique, mais ce n'est pas vraiment le sujet aujourd'hui, que ce soit en garantie, puisqu'on va pouvoir garantir les prêts bancaires jusqu'à 100 000 euros sur 7 ans pour permettre de garantir les prêts. Et on intervient aussi en prêt d'honneur, donc pour des porteurs de projets qui auraient besoin de consolider un petit peu leurs fonds propres sur des prêts qui peuvent aller jusqu'à 8 000 euros et à 0%. Pour tout ce qui est, je me dépêche, ESS, on a aussi d'autres outils financiers qui, là, sont présents depuis plus longtemps et n'ont pas été développés durant la crise, qui sont les prêts participatifs, qui sont des apports en quasi-fonds propres pour des structures de l'économie sociale et solidaire et qui peuvent aller jusqu'à 100 000 euros et qui sont souvent couplés notamment à des prêts bancaires. On a aussi les apports associatifs, contrats d'apport associatif et fonds d'amorçage associatif pour des associations un peu plus récentes qui sont des apports en fonds propres de 5 à 30 000 euros à 0%. Et qui peuvent donc être aussi mobilisés sur des structures de l'ESS. Voilà, donc c'est pour que vous ayez un petit peu une idée, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail ensuite de notre process, mais c'est pour que vous ayez une idée de ce qu'on fait, de ce qui est proposé et en quoi on est utile aussi durant la crise. Vous trouverez donc mes coordonnées sur le diaporama. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions sur nos différents outils ou sur la prime urgence ESS. Merci beaucoup, Claire. Je rappelle qu'en plus, l'ensemble des documents qui sont diffusés aujourd'hui seront envoyés à toutes les personnes qui se sont inscrites au webinaire. Donc,
forcément également à celles qui sont présentes aujourd'hui. Ma collègue Coralie vous a mis également dans le chat le lien vers l'ensemble des appels à projets France Relance ESS. Et puis, elle va rajouter le lien vers le plan urgence ESS qu'on vient de découvrir avec Claire, de façon à ce que vous puissiez reprendre ces éléments. Merci beaucoup. On va finir ces présentations par Marc Girodel de BGE Ariège qui va nous présenter le DLA. Et ensuite, on passera aux questions. Donc, je le laisse partager son écran s'il veut. On fait un essai. Il faudrait juste, Madame Camara, que vous m'autorisez à le partager. D'accord. Coralie va s'en charger. Bon, c'est fait. Voilà. Voilà, on le voit là. Hein. Donc, je vous laisse la parole. Très rapidement, on ne va pas descendre dans les 19 diapositives, hein, parce que l'idée, c'est aussi de garder un temps d'échange, je suppose, sur les structures qui nous font plaisir d'être présentes aujourd'hui. Donc, le DLA, en sachant qu'il y a beaucoup de structures présentes qui le connaissent déjà, qui l'ont peut-être déjà mobilisé, mais donc rapidement, voilà, le DLA, c'est le dispositif local d'accompagnement. Il faut savoir que donc, la mission principale de ce dispositif, c'est d'accompagner les structures d'économie sociale et solidaire dans des objectifs, j'allais dire, de développement et de consolidation d'emplois en particulier. Voilà les différents acteurs, j'allais dire, autour de ce dispositif. Donc, le DLA en Ariège est porté conjointement par la Ligue de l'enseignement, d'ailleurs ma collègue Céline Despax est présente aujourd'hui, je ne sais pas si tu nous entends, Céline, et si tu peux faire un petit coucou à tout le monde. Bonjour à tous et à toutes, oui, je suis présente. Je t'écoute, nous t'écoutons. On a avec Céline donc, un numéro commun, j'allais dire. Ensuite, bien sûr, entre la Ligue et la BGE, on s'arrange pour transmettre les informations. Donc là, vous avez en fait les informations qui s'affichent, hein, le téléphone, le mail, et éventuellement, pour avoir un peu plus d'infos, le lien du site internet info-dla.fr que vous voyez à l'écran. Donc, c'est un dispositif au service des structures de l'ESS. Comme je l'ai dit, toute structure de l'ESS, donc non seulement les associations, mais aussi les SCOP, les SCIC en particulier. Bien sûr, les entreprises agréées ESUS. Voilà, le critère d'éligibilité. Normalement, il faut être structure employeuse, mais on a la chance aussi de pouvoir porter des projets un petit peu en amont et pour essayer justement que ces projets deviennent employeurs sur le territoire de l'Ariège un peu plus tard. Donc voilà, vous avez quelques éléments là. Finalité sociale, bien sûr, les structures de l'ESS, la utilité du territoire, bien sûr, structure de l'ESS, et bien sûr, une volonté de créer, de maintenir ou de développer l'emploi. Voilà. Très rapidement, et je terminerai par là, en fait, il y a plusieurs phases dans ce dispositif local d'accompagnement. Donc, un premier accueil de la structure au téléphone, en visio ou en présentiel, voilà, un diagnostic partagé, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'idée, c'est effectivement que nous, chargés de mission avec ma collègue Céline, encore une fois, et la structure, et un échantillon représentatif de la structure accompagnée, et on partage un diagnostic et qu'on regarde en quoi le DLA peut éventuellement avoir une plus-value, et notamment, par exemple, en termes d'ingénierie externe, si par exemple la structure n'a pas les moyens en interne de pouvoir, peut-être, soit en termes d'expertise ou voilà, de pouvoir développer tout ça en interne, eh bien, le DLA peut prendre en charge ce qu'on appelle dans notre jargon de l'ingénierie externe. Et bien sûr, s'il y a eu ingénierie externe et diagnostic, eh bien, le DLA aussi assure, bien sûr, en accord avec les structures accompagnées, un suivi, ce qu'on appelle un poste suivi d'accompagnement ou d'ingénierie. Voilà. Peut-être que, Céline, tu veux rajouter quelque chose, peut-être? Alors, oui, voilà. Je ne sais pas si tu allais aller plus loin. Dans notre fonctionnement, en fait, on ne travaille pas tout seul. Hein. Nous ne sommes pas deux chargés de mission qui travaillent sur le DLA. On travaille avec tous les acteurs de l'accompagnement de l'économie sociale et solidaire sur le territoire. Et nous essayons à chaque fois de faire une mise en lien. Donc, nous orientons actuellement des structures
sur France Active auprès de Claire pour des demandes sur le fonds Urgence ESS. Voilà, donc on essaie aussi de relayer et d'assurer le maillage territorial. Le 22 juin prochain, nous allons expérimenter avec Marc l'expresso du DLA. Donc, c'est un temps d'échange, 1 heure, avec les structures de l'ESS qui souhaitent y participer. Et là, il se peut que l'on fasse un point d'actu sur justement le plan de relance. Voilà, tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui, l'enrichir par d'autres choses pour établir un peu plus de liens et être au plus près des structures au niveau territorial. Voilà. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Marc? Non, terminé pour moi, c'est Très bien, voilà. Oh, mais c'est parfait, ça vient complètement les expressos du DLA, je trouve déjà c'est très sympa le nom, et puis effectivement ça va venir compléter très bien puisque c'est assez touffu comme nous venons de le voir, et c'est bien de pouvoir en rediscuter en local, donc voilà, n'hésitez pas. Ce si moment-là, oui, était prévu en fait ce matin. D'accord. Voilà. Et en fait, comme il y a eu par ailleurs votre webinaire, on a dit nous décalons, mais on gardera la thématique vraisemblablement. Voilà, mais je pense que le faire après, c'est effectivement très bien parce que du coup, ça peut permettre de continuer de s'informer et de poser aussi des questions par rapport à sa propre structure. Tout à fait. Merci. Merci à vous. A priori, nous avons terminé les présentations. Donc, moi, ce que je propose aux participants, il y a une 30aine de personnes représentant différentes structures. Donc, c'est très bien et je vous remercie de nous avoir écoutés collectivement. Je remercie tous les intervenants déjà parce que c'était beaucoup de travail de présenter ces différents appels à projets. Je vous propose soit de mettre vos questions dans le chat, soit d'ouvrir votre micro et votre écran si vous avez des questions à poser. Pas de questions? Oh, je suis sûre que si. Ça peut être des réflexions aussi par rapport à ce qui vient d'être dit. Intervenir. Oui, allez-y. Bonjour, donc je suis Nelly, société Emmaüs Vertex, donc sur les sites de Foix et de la Blanée. Alors, je voulais revenir, donc effectivement, il y a pas mal de projets qui sont en cours, il y a vraiment des choses très intéressantes qui se passent. Je voulais revenir en particulier sur tout ce qui était lié aux mesures de soutien à l'emploi, notamment sur la question des jeunes. Parce que nous, en tant que structure d'insertion, c'est une véritable problématique qui se pose. Depuis la fin 2020 et début 2021, on a eu un afflux massif de jeunes candidats qu'on n'avait jamais eu auparavant, c'est-à-dire des jeunes de 18 ans, qui candidatent sur des postes en insertion. Alors, pour rappel, l'insertion par l'activité économique, c'est pour l'instant une fois dans une vie et à raison de 2 années. Alors qu'il existe déjà des dispositifs qui sont pour les jeunes, donc la garantie jeune, le DOI. Et en fait, quand je vois les mesures telles que le PEC ou le contrat initiative emploi jeune ou les contrats d'apprentissage qui ont été évoqués, à mon sens, on ne va pas suffisamment loin. Il manque encore une passerelle, puisque nous, aujourd'hui, il nous arrive de recruter des gens qui vont sortir de ces contrats-là et qui seront encore en difficulté sociale et professionnelle. Là, dans les solutions qui sont proposées, on va effectivement lever les freins à l'emploi, mais il me manque toujours cette partie sociale, puisque nous, aujourd'hui, on va recruter des personnes sans domicile fixe, des personnes sans mobilité, et on manque clairement de moyens. Il y a des structures d'insertion, notamment, par exemple, en Bretagne, qui font appel à des éducateurs spécialisés au sein de leur structure pour lever toutes ces questions-là. Nous, aujourd'hui, on n'a pas les moyens de le faire. Alors, on fait de l'artisanat et on tente de le faire tant bien que mal. Mais c'est vrai que, en toute logique, on devrait recruter uniquement des personnes qui présentent des freins professionnels, mais on ne peut pas fermer les yeux sur le public qui nous est orienté aujourd'hui. Donc, les mesures de soutien à l'emploi, j'y suis complètement favorable, mais à mon sens, on ne va pas encore suffisamment loin. D'accord, merci beaucoup. Peut-être quelqu'un veut répondre pour les services de l'État sur cette question, même si on n'a pas forcément de solution. Mais...
Madame Lefort, peut-être? Sur les jeunes dans l'insertion par l'activité économique, effectivement, c'est un objectif qui est affiché. Alors moi, j'ai l'habitude, pour ceux qui me connaissent, de distinguer les jeunes parmi les jeunes. Il y a les tout jeunes pour qui l'IAE est peut-être encore une marche peut-être un peu trop haute et qui n'ont pas peut-être suffisamment acquis de maturité pour se projeter dans l'insertion par l'activité économique. L'insertion par l'activité économique, c'est un accompagnement social et professionnel, mais avec le but d'avoir un... Vous m'entendez? Et on vous entend, mais on ne vous voit pas, par contre. Très bien. L'essentiel, c'est que vous entendiez. Le but, c'est d'avoir un projet professionnel. Et des fois, les trop jeunes, c'est vraiment très compliqué. Et 2 ans ne suffisent peut-être pas. Donc, bon, Émilie de Vertex posait la question. C'est des sujets que l'on a de manière récurrente avec les structures de l'insertion par l'activité économique et pour lesquelles on n'a pas trop de réponses. Alors, il y a les moins jeunes, parce que les jeunes, c'est les moins de 26 ans. Alors voilà, quand on approche les 26 ans, c'est un peu mieux en termes d'accès à l'emploi, en fait. Donc pour les jeunes, véritablement, les tout jeunes, il y a d'autres dispositifs. Alors on ne les a pas évoqués ici, mais il y a l'accompagnement par la mission locale, il y a les dispositifs pour les très éloignés de l'emploi, la garantie jeune. Bon, il y a tout un tas de dispositifs. Alors après, évoquer tous les dispositifs d'emploi, en soi, ça prendrait une séance complète. Voilà. Il n'y a pas vraiment de réponse à l'interrogation d'Émilie. Très bien, je vous remercie. Et merci à Émilie pour son intervention. Je voulais dire que dans le chat, vous avez aussi, Monsieur Nicole a mis les liens vers les appels à projets culture, patrimoine numérique, et puis sur l'été culturel, à retenir, puisqu'effectivement, ça ne sera pas dans les documents qui seront diffusés. Voilà. Est-ce que d'autres personnes voulaient intervenir? Peut-être, je vois deux monsieur à l'écran, Monsieur Masclé et Monsieur Mathez. Donc, je ne sais pas s'ils veulent intervenir. Oui, si personne ne veut intervenir, moi je veux bien. Oui. Pour le département. Pardon. Et puis après, Monsieur oui, excusez-moi. Non, allez-y. Voilà, pour répondre à Émilie de Vertex, on a déjà eu cette discussion sur les jeunes dans l'IAE. Effectivement, comme Madame la sous-préfète le disait, il existe déjà d'autres dispositifs. Et nous, ce que nous souhaitons également, c'est que voilà, ces dispositifs, on va dire, soient utilisés d'abord en premier. Effectivement, ce n'est pas que le jeune puisse intégrer l'IAE, comme vous le disiez, dans la mesure où il est en capacité d'intégrer le monde du travail et toutes les contraintes que peut trouver la personne en termes d'être en groupe, de se lever le matin. Voilà, ça c'est vraiment au cas par cas. Mais il me semble quand même que parmi toutes les structures d'insertion, il y a déjà eu des jeunes de moins de 26 ans en IAE et que ça ne nous a pas spécialement posé problème lorsqu'on faisait un peu les états annuels dans les dialogues de gestion. D'accord. Merci de cette précision. Monsieur Masclé, vous vouliez intervenir, je crois. Oui, non, juste, non, mais j'ai bien apprécié, si vous voulez, cette réunion parce que je suis le président donc d'Ariège Terre de Trail. J'ai aujourd'hui derrière moi une 60aine de manifestations sportives avec effectivement des structures de bénévoles et aussi des services civiques. Donc là, on va voir, nous, effectivement, besoin de se rapprocher un petit peu de tout ça pour pouvoir relancer effectivement une saison importante au niveau donc sportif et surtout de lien social qui depuis 1 an et demi a disparu. Donc effectivement, j'ai apprécié de pouvoir participer à cette réunion. Aujourd'hui, nous, on a un poste à l'ADT avec un service civique avec la Ligue de l'enseignement, mais effectivement, on a été obligé de l'interrompre parce que nous n'avons plus aujourd'hui entre guillemets, de ressources, sachant qu'on n'a plus de courses, plus de manifestations et plus de participation aujourd'hui entre 15 et 20 000 coureurs qui viennent sur notre département. Voilà, c'est pour ça que j'ai tenu à participer à cette réunion de la formation, pour moi. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, en tous les cas. Bon, c'est toujours bien de savoir que c'est utile. Alors, je vois
On nous demande si c'est nous qui avons coupé la caméra de BGE, mais je ne pense pas. Je vais demander à ma collègue Coralie. Non, c'est pas nous. Non, Voilà. plutôt. Effectivement, je pense que vous n'êtes pas le seul, Monsieur Masclé, à connaître cette situation. Et je ne sais pas, vous allez pouvoir relancer une partie de votre activité pendant l'été ou ça semble compromis? Effectivement, on peut donner quand même quelques précisions. C'est que, en vue de la réglementation que nous avons aujourd'hui, que ce soit de la FFA ou que ce soit, si vous voulez, de ce qui se passe, on va pouvoir commencer à relancer quelques courses début juillet. Début juillet, on va pouvoir relancer quelques courses, et notamment une grosse course en Ariège qui sera le fin juillet, qui est l'Ultra Ariège, qui aujourd'hui va amener beaucoup de coureurs, mais dans la réglementation. Alors, est-ce que on a perdu Monsieur Masclé? Est-ce que les autres personnes présentes m'entendent? Parce que là, je ne sais pas si c'est nous. Oui, d'accord. Bon, on le retrouvera peut-être tout à l'heure. Monsieur Jolibert, vous vouliez peut-être réagir? Nous est posé, mais qui sera quand même faisable, parce que ce sera une très bonne chose. On en a tous besoin. Voilà. D'accord. Monsieur Masclé, on a perdu la fin de votre propos, mais on a bien compris que donc, vous allez redémarrer courant juillet, donc on en est très content. Ça a coupé à un moment donné. C'est un peu compliqué aujourd'hui. Du coup, je passe la parole à Monsieur Jolibert. Merci aussi, et peut-être une question. Nous sommes une association Espace en Couserans qui accompagnons des porteurs de projets, et je vois beaucoup de richesses de projets, de possibilités de développer les associations ou les entreprises. Je voulais savoir si on a des liens avec ce qui est en train de se faire au PNR. Nous sortons au PNR du plan alimentaire territorial. Et je trouve beaucoup d'adhérence entre ce que j'ai entendu tout à l'heure et ce que j'ai entendu dans les ateliers du plan alimentaire. Donc, c'était une réflexion et une question à la fois. Je vous remercie. Alors, je ne sais pas si… je vais pouvoir prendre la parole. Oui, allez-y. Donc, effectivement, on travaille avec… il y a 3 collectivités qui sont actuellement labellisées sur des PAT, donc des plans alimentaires territoriaux. Et il y a du lien, effectivement, pour ce que vous pouvez dire avec ce qui se passe dans le cadre des économies ESS. Et dans le cadre du plan de relance, il y a une action plan de relance sur les plans alimentaires territoriaux, avec, dans un premier temps, ce qu'on appelait le volet A, pour la labellisation des démarches. Et là, on va avoir 3 démarches qui vont être labellisées, une qui va être portée par le PEPR, une qui va être portée par le PNR, et une autre qui va être portée par les communes, entre les 2 comités de communes de Pays Mirepoix et du Pays d'Aude. Et après, il y a le volet B du plan de relance qui, lui, n'est pas pour faire un peu ces projets de territoire, mais qui peut être plus pour financer des actions qui peuvent être portées par d'autres structures que les 3 que j'ai indiquées tout à l'heure. Et là, en ce moment, il y a justement des échanges entre ces 3 structures et les porteurs de projets, comme vous l'avez dit, monsieur, dans le cadre du PNR, pour qu'ils déposent des projets. Ils devraient les déposer normalement leur lettre d'intention d'ici la fin du mois de juin. Merci, c'est parfait. Bien. Merci, monsieur Aïtaïssa. Je rappelle que vous êtes de la DDT, c'est ça? Tout à fait. Voilà, et c'est vers vous qu'on peut venir si on a besoin d'informations là-dessus. Peut-être une autre question, monsieur Mathès, je vois votre écran allumé, mais je ne sais pas si vous avez une question ou une réflexion. Hein. Non, ce n'est pas une question. Moi, c'est la maison. Je suis la maison des chômeurs à Saint-Giron. Oui. Et effectivement, bon, pour le moment, on a pu maintenir l'activité d'accueil des chômeurs individuellement pour voir par rapport à leur dossier, leurs difficultés avec Pôle emploi ou autre. On a mis en attente toute une action de formation au niveau numérique, puisque maintenant les dossiers du chômage sont, pour ainsi dire, exclusivement gérés de cette manière-là, que les chômeurs que nous voyons ne sont pas obligatoirement équipés et en plus ne savent pas obligatoirement se servir de ce matériel. Et puis nous avions une autre activité
qui était aussi de lancer des débats sur les problèmes de société aujourd'hui. Bon, étant donné la situation, comprenez bien que c'est en arrêt pour le moment. On a prévu début juillet, je pense qu'on pourra le faire, de lancer le film sur territoire zéro chômeur et de faire un débat et une réflexion autour de cette procédure qui se réalise dans un certain nombre de localités. Donc voilà où nous en sommes. Moi, je participe aujourd'hui au niveau de la Maison des chômeurs pour voir effectivement qu'est-ce qui est en train de se passer. Bon, vous savez qu'on a aussi posé une candidature pour un conseiller numérique et on est en attente et en discussion pour la mise en place de cette personne. Voilà. Très bien. Très bien, merci de votre intervention, Monsieur Mathès. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir? Pas d'autres questions? N'hésitez pas, hein, même une réflexion ou un témoignage, ça peut être intéressant pour les autres structures de l'entendre. Oui. Oui, madame. Je ne trouvais pas la petite main à lever, donc je lève. Et voilà. Pour répondre à Monsieur Mathès, je ne sais pas si vous savez, mais du coup, à côté de Varilhes, vous avez la cycle du Plan Torel, qui est une entreprise d'insertion et qui a une activité qui s'appelle EcoOrdi 09, que nous finançons, nous, le conseil départemental, ainsi que dans le cadre de la subvention globale FSE que nous gérons, et qui vend à bas prix des ordinateurs portables. Je ne sais pas si vous connaissiez, et donc ça peut être intéressant peut-être de renvoyer les personnes qui seraient en recherche d'achat d'un ordinateur portable ou d'un ordinateur, d'un PC, de les renvoyer voilà, vers la cycle du Plan Torel. Ça peut être intéressant. Sachant que nous, on va mettre en place, là on va essayer de le faire assez rapidement, un partenariat avec la cycle du Plan Torel, mais qui va s'adresser plus aux personnes qui vont être dans l'IAE. Voilà. D'accord. Merci de l'information. Voilà. Je vous en prie. C'est effectivement très intéressant. Il y a des structures comme ça un peu partout sur le territoire et elles viennent en aide, bien sûr, aux chômeurs, mais aussi à tout type d'associations qui n'arrivent pas à s'équiper de matériel ou qui ne peuvent pas équiper ses bénévoles ou ses salariés de façon un peu plus conséquente. Merci en tous les cas pour cette intervention. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir ? Oui, excusez-moi. Oui. Vous m'entendez? Oui. Oui. Estelle Georges, Sivan Bio-Ariège-Garonne. Oui. Excusez-moi, donc j'ai pris la réunion un peu commencée parce que j'étais justement à la réunion sur le PAT dont parlait le monsieur de la DDT tout à l'heure et ça avait un peu duré. Et justement, j'ai loupé la deuxième mesure dont vous parliez par rapport aux aspects agricoles et alimentation. Je ne sais pas, vous partagerez le support à tout le monde et j'ai cru comprendre en fait qu'il y avait une mesure qui n'était pas, en fait, qui n'était pas actionnée et voilà, si c'est pas sans faire de redite pour les autres participants, est-ce que vous pouvez juste réexpliquer pourquoi elle n'est pas encore actionnée par les acteurs du territoire? Oui. Bon, je vais prendre la parole, M. Puyol. C'était la mesure concernant l'alimentation locale et solidaire, c'est celle-là dont la personne parle? Oui, c'est ça, oui. Donc actuellement, effectivement, sur cette mesure, on a été contacté par une communauté, c'est la commune de Saverdun. Pour le moment, on n'a pas eu d'autres demandes et cette mesure, enfin ce dossier est en cours de montage, hein, puisqu'il prend en compte une douzaine de producteurs, c'est ce que j'ai précisé tout à l'heure, avec une cantine aussi, une cantine scolaire. Et pour le moment, donc, le dossier n'a pas été finalisé. Mais pour le moment, on n'a pas eu d'autres dossiers, d'autres demandes. Alors, on travaille aussi avec la DDT, avec la Chambre d'agriculture hein, de l'Ariège, où on a régulièrement des réunions, où on fait des points justement sur le plan de relance et les différentes mesures du plan de relance. Donc, normalement,
la Chambre d'agriculture, lors de notre dernière réunion du mois dernier, devait justement sonder un peu au niveau des communes et des producteurs, des petits producteurs, si certains pouvaient être intéressés sur ces mesures-là. Donc, effectivement, pour le moment, il y a toujours possibilité de déposer des dossiers, hein, puisque ces dossiers peuvent être déposés jusqu'au 15 septembre pour pouvoir bénéficier de ces aides. Donc, nous, dès l'instant où on aura ces dossiers, on les inscrira et donc, si les dossiers sont déposés plus rapidement que d'autres qui sont annoncés, on inscrira ces dossiers. Voilà, donc BioAriège c'est ça, hein, si vous êtes de BioAriège, hein, c'est ça, Madame Georges? Voilà. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, si vous souhaitez, vous pouvez toujours candidater. C'est toujours possible. Ok. Bon, merci. Donc, pour compléter, sur cette mesure, sur le site de la préfecture, vous avez l'appel à projet et l'ensemble des dossiers qui servent de support pour être déposés au niveau de la DETSPP. Donc, tous ces dossiers, ces supports sont sur le site de la préfecture. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Monsieur Thierry Porté. Parce que je ne vois pas tout le monde. Oui, oui. Merci Coralie. Monsieur Porté, allez-y. Il faut ouvrir votre micro, Monsieur Porté, parce que là, je vous vois, mais on ne vous entend pas. Je l'ai activé pourtant. Voilà. Ça n'a pas dû bien prendre. Bon, je vous remercie de me redonner la parole. Je voulais juste, je ne vais pas revenir sur ce que nous vivons tous. Bien sûr, la pandémie nous occasionne beaucoup de problématiques, quelles qu'elles soient. Je voulais juste demander si je n'ai pas oublié peut-être une intervention de la part de M. Nicole, peut-être. Le Léo de Foix reprend une activité socio-culturelle pour cet été. À raison de deux animations hebdomadaires dans le courant du mois de juillet et du mois d'août, bien sûr. Nous avions déjà fait ceci l'an dernier et j'avais écrit à la DRAC pour savoir si le fait d'employer des comédiens, des artistes, des dessinateurs, des musiciens assez régulièrement sur notre cours de la structure pouvait être prise en charge d'une manière ou d'une autre. Voilà. Le Léo a des missions socioculturelles, elles sont bien fléchées, nous essayons de les développer avec nos petits moyens et je voulais savoir si la DRAC pouvait nous venir en aide pour justement être plus efficient sur la démarche. Bah écoutez, je vous dirais oui sur le principe. Après, il faut étudier la nature du projet, bien sûr. Et ce que je vous invite à faire, bien évidemment, c'est de vous rapprocher, si vous ne l'avez pas déjà fait, de la personne qui est en charge de l'action culturelle et territoriale sur votre département, que vous connaissez sans doute. Non? Non, j'allais vous poser la question. Elle s'appelle Sylvie. Elle a une double casquette puisqu'elle travaille à la fois sur les Pyrénées-Orientales et sur l'Ariège, qui est Sylvie Castel. Donc, je peux voilà, vous donner ses coordonnées. Sinon, ils sont sur le site de la DRAC. En tout cas, vous la contactez, vous lui présentez le projet de manière à ce que vous puissiez instruire une demande et elle vous orientera en fonction de la nature de votre projet sur l'hypothèse la plus probable pour pouvoir obtenir des crédits. Donc, la DRAC ne financera pas 100% d'opérations, en tout cas, mais il contribuera fortement dans la mesure où je vous invite préalablement peut-être à lire justement cette charte qui est très intéressante parce qu'elle couvre à la fois tous les domaines de la création, mais aussi un domaine qui est extrêmement riche en Occitanie, qui est le domaine patrimonial. Donc tout ce qui est valorisation aussi de ce qui peut toucher et préoccuper bien évidemment nos concitoyens. D'accord, je vous remercie. J'ai bien relevé vos informations et si voilà. Vous pouvez me faire passer les coordonnées à Mme Castel, c'est avec plaisir. Sans problème. Donc Sylvie Castel sur le site de la DRAC et lire la charte. Voilà. Si je résume. Exactement. Okay, très bien, merci beaucoup. Une autre intervention éventuellement? Une autre question? On en reste là? Peut-être une intervention, alors j'en profite en complément donc, de ce qui a été discuté au début des échanges
au sujet de la question de l'insertion des jeunes. Donc voilà, pour plus largement au-delà des dispositifs, on vous informer qu'il y a une mobilisation des différentes institutions et de partenaires d'Ariège sur cette question des jeunes en milieu ruraux, de la place des jeunes en milieu ruraux, donc sur les jeunes en général et aussi sur l'accompagnement et comment est-ce que ces jeunes peuvent être aussi des ressources pour la vitalisation de nos territoires ruraux. Puisque c'est vrai qu'on a de multiples acteurs qui sont en charge des jeunes, qui peuvent les accueillir dans les structures. Et donc, on a été lauréat. Alors, quand je dis on, c'est un ensemble de partenaires. Donc, il y a les services de l'État, mais également le conseil départemental, la CAF, la mutualité sociale agricole, ainsi que les fédérations d'éducation populaire présentes en Ariège. Et en lien avec les territoires et notamment les communautés de communes. Donc, toute une réflexion sur comment est-ce qu'on peut mieux accompagner les jeunes et comment est-ce qu'on peut mieux s'organiser pour permettre à nos jeunes de rester peut-être en Ariège, de développer leurs activités en Ariège, de partir aussi, parce que des fois, il faut les aider à partir pour faire des études, pour vivre des expériences hors Ariège, et puis pour mieux revenir ou pour accueillir des jeunes qui viennent d'ailleurs et qui souhaiteraient se réinstaller en Ariège. Donc, on a des expérimentations, enfin, une expérimentation qui est en cours actuellement, portée par la Ligue de l'enseignement dans ce cadre multipartenarial, et également prochainement une expérimentation qui va se mettre en place, dont vous allez entendre certainement parler, sur la question de l'insertion sociale et économique des jeunes, et notamment comment est-ce qu'on travaille avec les jeunes pour construire en fait les politiques publiques en Ariège pour mieux permettre leur insertion. Voilà. Et adapter aussi mieux les dispositifs que nous avons, puisqu'on sait que les jeunes aujourd'hui font vraiment partie d'un public en grande difficulté et fortement impacté par la crise. Voilà. D'accord, merci. Et donc, si on avait besoin de se rapprocher de quelqu'un parce qu'on accueille des jeunes, on n'a pas de solution, c'est vers vous qu'on se tourne. Alors, ça peut être vers moi, donc au service départemental jeunesse, engagement et sport, mais également auprès de la mission territoire éducatif qui est portée par la Ligue de l'enseignement. Voilà. Et ensuite, il y a différents acteurs répartis un petit peu sur tout le département de l'Ariège, au sein des fédérations d'éducation populaire ou au sein des collectivités, par le biais notamment des coordonnateurs de politique éducative locale. D'accord, très bien. Je vois territoire éducatif Nadine Bégou, c'est Céline qui nous met ça, je pense que c'est pour justement la Ligue de l'enseignement. Et puis tout à l'heure, Monsieur Micol a mis aussi le nom de Madame Castel et son mail dans le chat. Vous retrouvez tout ça dans le chat. Ça veut dire que si d'autres parmi vous avez besoin de ces informations, vous pouvez bien sûr les relever. Est-ce qu'il y a encore d'autres interventions? Non. Alors, je vous propose, vu qu'on arrive à la fin de ce webinaire, donc, que nous clôturions. De mon côté, je vous confirme que nous allons envoyer les documents que nous avons visionnés à l'ensemble des participants et des inscrits à ce webinaire. N'hésitez pas aussi à faire transiter auprès d'autres structures que vous connaissez qui pourraient être intéressées à connaître ces informations. Et l'enregistrement sera mis dans les jours ou les semaines qui viennent sur notre site internet pour pouvoir être revisionné. Je voulais laisser le mot de la fin à Madame Lefort, si elle le souhaite. On a eu une trentaine de participants sur l'ensemble de la manifestation. Je veux remercier aussi BGE qui nous a accueillis et qui vous a accueillis dans les locaux et qui a participé à la co-organisation. Bien sûr, tous les services de l'État et puis France Active qui est intervenue tout à l'heure. Voilà, je vous laisse la parole pour le mot de la fin. Merci Madame Kermarek. Écoutez, moi j'étais ravie d'ouvrir ce séminaire, je suis ravie de le fermer, de le conclure, surtout quand j'entends qu'il y a 30 participants, parce que pour tout vous dire, de toutes les manifestations que l'on organise sur le programme France Relance dans ses différents volets, c'est la première fois qu'on a un tel intérêt, une telle manifestation d'intérêt, et donc eh ben, je m'en réjouis bien évidemment. Alors bon, on l'a vu au travers de tous les dispositifs qui ont été présentés, on voit que
le gouvernement, l'État a voulu vraiment placer le modèle économique de l'ESS au cœur de la relance. Maintenant, on a bien conscience, nous, représentants de l'État, qui sommes là autour de la table, qui vous ont présenté ces dispositifs, on a quand même conscience que ça peut paraître un peu touffu, tout ça, qu'il y a beaucoup d'interlocuteurs, parfois des interlocuteurs qui sont des interlocuteurs bien identifiés physiquement, des services ou des personnes avec des contacts. Parfois, comme je l'ai dit, ce sont des agences, des boîtes fonctionnelles, des numéros un petit peu plus virtuels, et donc il manque peut-être ce côté un peu personnel de la relation entre les offreurs de solutions et les structures de l'ESS. Donc ça, on en a conscience. Donc, je pense que ce qui est très important, et c'est le message que l'on porte auprès de toutes les entreprises et toutes les associations d'une manière générale, c'est qu'il est important d'avoir un interlocuteur unique. Donc je pense que en ce qui concerne l'ESS, c'est la CRES, et que vous soyez peut-être enfin, je ne veux pas vous confier une responsabilité dont vous n'auriez pas envie, Madame Carmarek, mais je pense que c'est bien que vous fassiez le relais et l'interface entre les différents services de l'État et les structures associatives ou les entreprises de l'ESS, parce que je pense que le plus difficile, et ce qu'on entend souvent, c'est finalement c'est très compliqué, quoi. C'est très compliqué, il y a des dispositifs qui viennent, il y a des appels à projets qui s'ouvrent, et puis ça se clôture quelques mois plus tard, on n'a pas eu le temps d'en avoir eu connaissance. Donc on ne sait pas vers qui se tourner. Donc voilà, c'est le fait, quand on a, nous, des interlocuteurs un peu guichet unique, c'est quand même un confort pour nous, représentants d'État, et puis certainement pour le public bénéficiaire. Donc, encore une fois, sans vouloir... J'ai bien entendu. Alors, on l'a fait déjà sur les autres départements. Donc, effectivement, si vous ne trouvez pas le chemin et que vous êtes perdu, la CRES pourra faire le lien et recontacter les personnes concernées, les services de l'État, pour vous trouver le bon interlocuteur. Il n'y a pas de souci. Parce que le pire serait le découragement, en fait. D'avoir cité... Il ne faut pas jeter l'éponge, il ne faut pas se décourager. Il faut savoir que même si un projet n'est pas porté dans le cadre de France Relance, il peut être très souvent soutenu dans un autre cadre, le droit commun, voire des nouveautés qui sortent chaque année. Donc, il ne faut pas se décourager, parce que ça semble un petit peu... L'environnement semble un peu touffu. Voilà, c'était un petit peu le message que je voulais livrer à la fin de ce séminaire. Merci beaucoup. C'est aussi le but de l'organisation de ces moments d'échange, c'est qu'on puisse essayer de donner au moins l'impression qu'il y a des interlocuteurs et qu'il y aura des solutions. Donc, je pense que c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, et la mission est remplie. Écoutez, je vous propose qu'on se quitte. Si plus personne ne veut rajouter quelque chose, je propose à tout le monde d'ouvrir sa caméra et qu'on puisse se saluer, puisque pour nous, de notre côté, nous avons beaucoup d'écrans noirs. Et puis encore, merci à tous ceux qui sont intervenus, et vous allez recevoir très rapidement les documents, les diaporamas qui ont été diffusés aujourd'hui avec les différents contacts. Merci. Merci à tous. Je vous salue. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir, merci. Merci. Au revoir. Ciao, ciao.